Avant de recommencer, je vous précise, je ne sais pas où c'était affiché, que le séminaire qui fait suite à ce cours est consacré cette année, les circonstances m'y ont fait penser, à l'élection et au vote. Et que nous écouterons un certain nombre de spécialistes venant nous présenter des travaux et des recherches récemment publiés sur les questions du vote, qui iront de la question du vote à Rome. Virginie Hollard a publié un travail très intéressant sur le vote comme rite politique dans la Rome républicaine et aussi la Rome du Principat. Nous aurons un exposé sur le passage de la notion de seniorité à celle de majorité au Moyen-Âge et bien sûr des choses plus contemporaines sur les formes de la démobilisation électorale, les débats sur le tirage au sort, le jugement majoritaire, etc. Donc je commence maintenant à rentrer, après cette introduction méthodologique, si je puis dire, à rentrer dans le vif du sujet en traitant simultanément, en analysant simultanément un certain nombre de formes de l'indétermination démocratique. La première forme d'indétermination que je vais traiter est celle qui tient à la difficulté de définir le sujet même de la démocratie, le peuple. Difficulté qui a une longue histoire, car elle s'est d'abord liée au XVIIIe siècle, à l'oscillation entre la notion de plebs et celle de populus, à l'âge des révolutions américaines et françaises. Elle a ensuite résulté de l'appréhension entre une conception juridique ou philosophique d'un côté du peuple, j'y fais référence tout à l'heure, comme corps civique indivisible, et la considération sensible du corps social. Tension entre, disons, un peuple-mouvement et un peuple-condition. Mais au-delà de cette tension, c'est l'appréhension sociologique même de ce dernier peuple-condition qui est problématique dans une société d'individus, société qui est largement désubstantialisée. On est alors réduit à le saisir, ce peuple, en le décomposant sous les espèces d'une addition de ce que j'appellerais ces manifestations, ces apparitions ou ces figures. Rappelons d'abord le contexte dans lequel a été posée, dans la période révolutionnaire française et américaine, la question de la définition du nouveau souverain. En effet, cette idée de souveraineté du peuple ne pouvait prendre sens que si le peuple était considéré comme figure de la totalité sociale. Mais cela n'avait rien d'évident à la fin du XVIIIe siècle. L'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, je le rappelle, notait dans le bref article consacré au mot peuple nom collectif difficile à définir. Parce qu'on s'en forme des idées différentes, dans les divers lieux, dans les divers temps et selon la nature des gouvernements. Abattu par cette difficulté, l'article est un des plus courts de l'encyclopédie. La notion de peuple était en effet alors très ambivalente, oscillant entre un sens politique objectif, tel qu'on le voyait par exemple dans la littérature philosophique, celle de Rousseau, celle de Hobbes, le peuple-nation, corps social, et un sens sociologique péjoratif, le peuple populace, foule ignorante et aveugle, le populus d'un côté, la plebs de l'autre. Et le peuple constituait, dans le meilleur des cas, dans ces années 1750 à 1780, une sorte d'énigme anthropologique, alliant une brutalité primitive à la manifestation épisodique d'une richesse morale cachée, inquiétant et troublant, au même titre que les sauvages des autres mondes. Et l'abbé Coyer, dans son ouvrage fameux, Dissertation pour être lu, la première sur le vieux mot de patrie
la seconde sur la nature du peuple, était alors bien isolée pour concevoir le peuple comme, je le cite, l'état général de la nation, simplement opposé à celui des grands et des nobles. La plupart des philosophes du XVIIIe siècle, même les plus progressistes, ont en effet eu une approche plus anthropologique ou culturelle que politique ou même sociale du peuple. Derrière les classes laborieuses, c'est en effet presque toujours le spectre de la canaille, de la populace, de la multitude, de la pléthore qu'ils voyaient se profiler et qu'ils redoutaient. Même s'ils envisageaient parfois la possibilité d'une future transfiguration, ils identifiaient presque tous le peuple présent à la plèbe menaçante ou à la multitude gouvernée par les passions les plus immédiates. Diderot écrit ainsi dans l'article Multitude de l'Encyclopédie : « Méfiez-vous du jugement de la multitude dans les matières de raisonnement et de philosophie, sa voix est celle de la méchanceté, de la sottise, de l'inhumanité, de la déraison et du préjugé. La multitude, concluait-il, est ignorante et hébétée. » Et Rétif de la Bretonne décrivait de son côté, dans l'Andrographe, un ouvrage très intéressant d'ailleurs, la populace, je le cite, comme une espèce de gros animal, privé d'yeux, d'oreilles, de goût et de sentiments, qui n'existe que par le tact et qu'on ne conduit que par ce cinquième sens. C'est une masse d'individus à qui on persuade ce qu'on veut, qui n'a de volonté que celle d'autrui, qui pense ce qu'on lui fait penser pour son bien, contre son bien, n'importe. Pour ces auteurs, le peuple finissait presque par incarner une altérité radicale dans le social, se rapportant presque davantage à l'ordre de la nature qu'à celle de la société. Voltaire, dans ses lettres philosophiques, en parlait comme étant composé d'animaux au-dessous de l'homme, espèces de bétail qu'on vend et achète avec la terre. Tandis que Marivaux l'assimilait à une mer agitée. Le peuple populace a occupé ainsi une place équivoque dans toute cette littérature, à la lisière de l'humanité. Et les philosophes qui instruisaient le procès de l'absolutisme et qui aspiraient à la réalisation d'un état de droit n'en imaginaient pas moins le peuple sous les espèces d'une sorte de préhumanité, d'une population restée dans l'état de nature, gouvernée par les instincts et les besoins. La distance entre le peuple et les élites n'était donc pas seulement culturelle ou même économique pour ces dernières, elle était d'ordre anthropologique. L'idée d'égalité politique n'était donc même pas pensable dans ce contexte. Y a-t-il donc eu une rupture révolutionnaire ? Les constituants d'Amérique et de France ont-ils rompu avec cet imaginaire négatif du peuple ? Ils n'appartiennent certes plus à l'ancien univers de la distinction aristocratique, univers de la distinction aristocratique auquel adhéraient implicitement nombre de bons esprits du XVIIIe siècle. Même s'ils respectaient peut-être davantage les masses laborieuses, soucieux de les voir progresser vers une humanité élargie, ils redoutaient tout autant une populace appréhendée comme l'antithèse de l'esprit des Lumières. Et si certains s'affichaient solidaires des petits du monde d'en bas, composés de toutes les victimes anonymes de l'expression et de l'oppression nobiliaire, ils ne voyaient en aucune manière celui-ci s'ériger en une nouvelle puissance souveraine. Lorsque les pères fondateurs du régime américain proclamaient « We the people », c'est à eux-mêmes, figures du mouvement d'émancipation, qu'ils se référaient au premier chef avec évidence. Et le débat français du printemps 1789 sur la dénomination de la nouvelle Assemblée formée par l'autonomisation du tiers-État témoigne d'une distance équivalente et mérite d'être rapporté. Lors de la discussion qui s'était ouverte à Versailles le 14 mai 1789 sur la constitution de la nouvelle Assemblée, il fallait lui trouver un nom à cette nouvelle Assemblée. Et plusieurs formulations avaient été suggérées. Le retour au vocable d'États généraux avait été évoqué par certains, mais vite rejeté. La proposition juridiquement ciselée par Sieyès d'assembler des représentants connus et vérifiés de la nation française avait été écartée
pour son manque de lisibilité immédiate et son inadéquation à convenir au-delà du moment présent. Avec son sens de la formule, Mirabeau avait alors simplement estimé qu'assembler des représentants du peuple français aurait l'avantage de la force et de la simplicité. Mais il avait significativement été vivement critiqué par plusieurs des voix qui allaient devenir parmi les plus influents de la Constituante. Tourret, le grand réformateur du droit en France et des institutions judiciaires, l'avait ainsi attaqué, considérant, je le cite, que le mot peuple embrassait trop ou trop peu. Si par le mot peuple, avait-il dit à Mirabeau, vous entendez ce que les Romains appelaient plebs, vous admettez dès lors la distinction des ordres, nous pouvons l'admettre. Si à ce mot répond celui de populus, vous étendrez trop loin le droit et l'intention des communes. Et Target, lui aussi une grande figure de la Constituante, avait regretté que le mot peuple, je le cite, soit un mot qui se prête à tout. Tranchant, le mot peuple ne remplit pas notre idée. Et Target, Tourret avait été largement suivi. L'Assemblée n'avait pas adopté la proposition de Mirabeau et avait adopté le vocable d'Assemblée nationale, écartant toute référence au peuple. En France, comme aux États-Unis, le terme de peuple finira cependant par s'imposer, mais l'ambiguïté ne sera pas levée pour autant. C'est en effet d'abord un peuple-nation qui sera consacré dans un rapport laissé équivoque avec son double sensible. Hobbes et Rousseau avaient ouvert la voie pour faire de ce peuple forme politique la figure fondatrice de la politique moderne. Et le premier, Hobbes, avait pris soin de le distinguer de l'idée de multitude, la multitude étant un ensemble qui fait nombre sans unité, tandis que le peuple auquel Hobbes se référait était structurellement un, était une personne morale, dotée d'une volonté elle-même une. Et tout en repoussant le contrat de soumission de Hobbes, Rousseau s'inscrira dans la même vision d'un peuple compris comme une idéalité politique et non comme une réalité sociologique. D'où sa distinction, très simple, de la volonté générale et de la volonté de tous. La volonté générale renvoie à l'idée d'un peuple corps civique qui ne se confond pas avec une assemblée matérielle de citoyens. Le souverain est le corps politique comme entité et non pas le peuple sensible. Et significativement, pour Rousseau, il n'y a pas un peuple qui se réunirait pour conclure un pacte social, mais c'est à l'inverse le pacte social qui donne naissance à un corps moral et collectif et le dote d'une personnalité propre et d'une volonté unique. Bien sûr, l'équivoque n'en subsiste pas moins chez lui, puisqu'un vocabulaire d'ordre sociologique, il emploie à de nombreuses reprises le terme « les associés » ou « les volontés particulières », continue d'affleurer en permanence sous sa plume. Et cette ambiguïté, qui est permanente chez Rousseau, restera structurante dans la formation de la politique démocratique moderne, épousant d'ailleurs, pour une large part, l'écart séparant une vision élitiste de la démocratie et son appréhension populaire. La première de type constructiviste, la seconde littérale. Dans la France de 1789, comme dans l'Amérique de 1787, c'est cependant bien le peuple-corps qui est consacré comme souverain. Je rappelle bien sûr que la façon dont on lisait Rousseau à l'époque n'est pas la façon dont on le lisait aujourd'hui et que la lecture constructiviste de Rousseau n'était pas une lecture du XVIIIe siècle. Et que dans cette France de 89 et l'Amérique de 87, il sera célébré, dans le cas français, sous les espèces de la nation. C'est la nation qui sera la figure du peuple totalité politique. Sieyès dira fameusement « Les véritables rapports d'une constitution politique sont avec la nation qui reste plutôt qu'avec les besoins de la génération qui passe, avec les besoins de la nature humaine communs à tous, plutôt qu'avec les différences individuelles. » C'était donc
construire le sujet politique comme dépassant les existences évidentes et sensibles. Et celui qui a tiré les conséquences logiques de cette vision révolutionnaire, qui l'a développée jusqu'au bout, c'est le grand juriste Carré de Malberg. Carré de Malberg, dans sa contribution à la théorie générale de l'État, a proposé d'analyser le droit positif français comme fondé sur le système de la souveraineté nationale et non pas de la souveraineté populaire. Et cette distinction entre souveraineté nationale et souveraineté populaire est la pointe de l'œuvre de Carré de Malberg. La discussion était en effet fondamentale à ses yeux. Alors que la souveraineté populaire fait référence à un vœu immédiat, à un vœu qui serait formulé par des citoyens, qui serait matériellement observable, la souveraineté de la nation, elle, n'existe que sous les espèces d'une construction indissociablement intellectuelle et politique. Elle a, en d'autres termes, besoin d'un organe pour être formulée et exprimée. Et Carré de Malberg, à ce point de sa construction intellectuelle, a utilisé la catégorie allemande, dans le droit allemand, de l'Organschaft, qui se retrouvait chez un juriste comme Labande, pour montrer qu'il y avait une construction de la souveraineté par l'organe. Et quel est l'organe ? Eh bien, ce sont les représentants. Ce sont les représentants qui sont, pour Carré de Malberg, l'organe de la souveraineté nationale. Et dans ces conditions-là, la notion de représentation ne s'appréhende pas chez lui en référence à une technologie politique de la délégation ou une modalité de la figuration du social. La représentation, elle a d'abord une fonction interprétative et constructive de la volonté nationale. La représentation donne une forme et un contenu au corps national envisagé comme une entité collective, un tout organique, une personne juridique. Et c'est ce qui fondait logiquement, aux yeux de Carré de Malberg, le principe du caractère indivisible et inappropriable de la souveraineté, auquel faisait référence la Constitution de 1791, disant la souveraineté est une et indivisible. Elle appartient à la nation, aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. C'est dire que cette souveraineté qui appartient à la nation n'est pas l'addition des sections du peuple et n'est pas l'addition des individus. Et les constituants de 1791 pensaient bien dans ces termes, mais ils n'avaient pas encore aussi clairement formulé les choses, tant cette vision de la représentation organe restait en effet chez eux indissociable d'une appréhension aristocratique du phénomène représentatif. Considérer que les représentants étaient des interprètes et non pas des traducteurs était encore difficile à formuler à l'époque. Et les conventionnels, bien que plus radicaux et démocrates, si l'on veut, que les constituants, continueront eux aussi à se considérer comme le véritable corps du peuple. Et c'est donc bien l'esprit général de la Révolution qui se caractérise par l'appellation du peuple-corps. Le régime de Juillet sera plus tard le premier à se fonder sur la distinction explicite de souveraineté nationale et souveraineté populaire. Mais c'était pour combattre le suffrage universel, en disant la souveraineté nationale n'a pas besoin du suffrage universel, alors que la souveraineté populaire a besoin du suffrage universel. Mais si la souveraineté nationale est supérieure à la souveraineté populaire, eh bien, cela montre que l'on peut relativiser la question du suffrage universel. Mais à l'inverse, c'est justement l'évidence de la revendication du suffrage universel qui rendra ensuite difficile la compréhension de cette opposition, renvoyant durablement l'idée de peuple à cette tension constituante entre corps civique et forme sociale. Le peuple-nation ne parvint cependant jamais, pendant la Révolution, à se substituer au peuple social. La distinction savante, fondatrice du nouvel ordre constitutionnel, ne pouvait en effet faire oublier la réalité de ces hommes et de ces femmes qui avaient pris la Bastille,
qui s'étaient rassemblés au Champ de Mars, qui se pressaient dans les clubs, qui s'arrachaient les gazettes, de ceux aussi, tout simplement, que la Constitution avait appelés, de façon directement parlant, des citoyens actifs. Il fallait bien aussi lui rendre hommage à ce peuple surgissant de façon permanente dans l'événement, le célébrer en le représentant. Et si le peuple souverain, au-delà de la catégorie juridique qui fondait les textes fondateurs français, s'imposait comme le sujet remuant du nouvel ordre, il fallait bien lui donner un visage pour en entretenir le culte. Mais comment illustrer une puissance anonyme et commandante? L'iconographie de la période révolutionnaire est sur ce point fort instructive. Le peuple y apparaît en effet rarement sous les espèces d'un rassemblement d'individus ou de groupes identifiables. Quand on regarde tout ce qu'il y a dans la collection de Vinques, par exemple, la plus grande collection de gravures révolutionnaires, on voit que le peuple prend surtout la forme d'une masse compacte, qui est ordonnée selon un principe géométrique ou qui est assimilée à une action. Dans toutes les représentations de la fête de la Fédération, par exemple, en juillet 1790, il ne constitue qu'un élément parmi d'autres d'un décor qui cherche plus à exprimer un sentiment, la puissance, la force sereine, l'ordre géométrique, qu'à mettre en scène une population. Et dans nombre de gravures, elles sont immensément nombreuses, qui relatent la prise de la Bastille, le peuple est un acteur qui s'efface derrière le mouvement qui l'anime. Il se réduit à une forêt de fusils ou de piques tendus, comme s'il était une force directe, totalement identifiée à sa matérialité et non pas composée d'identité. Dans nombre de gravures, le peuple prend même significativement les apparences d'un Hercule appuyé sur sa masse. C'est même la représentation la plus courante pendant la Révolution française. L'Hercule appuyé sur sa masse. Parce que l'Hercule, c'est la figure évidente et sereine d'une puissance que nul ne saurait contester. Mais ressurgissait ainsi, fait significatif, une allégorie classique, celle de l'Hercule, qui avait été autrefois maintes fois mobilisée pour illustrer la prééminence royale. Il y a deux grandes illustrations de la prééminence royale, le lion et l'Hercule. L'Hercule va irriguer l'iconographie de la période révolutionnaire, et l'image du lion va irriguer l'iconographie de la période républicaine. Sous la Troisième République, il y a énormément d'allégories du peuple sous forme de lion. Et donc, il y a une récupération, si je puis dire, de la représentation du peuple sous les espèces d'une incorporation de l'ancienne puissance royale, sous les espèces de l'Hercule et sous les espèces du lion. Mais donc, c'est une transfiguration de l'unité, c'est une transfiguration d'une puissance et non pas l'expression d'une vie composée. Et que le peuple est de la sorte unité et puissance. Et il inverse la fameuse équivalence posée par Hobbes, Rex est populus, le roi et le peuple. Et au fur et à mesure que la Révolution progresse, on constate d'ailleurs une abstraction croissante des représentations du peuple. Il finit souvent par ne plus être évoqué que sous les traits d'un symbole, la présence sourcilleuse de l'œil de la surveillance, l'élévation d'un bonnet phrygien qui est planté à la pointe d'une pique. C'est un principe masqué dont dérive toute chose. Il devient d'une certaine façon infigurable. Il ne se donne plus dans un certain nombre de gravures que comme un pur mot, une inscription livrée à la méditation des lecteurs ou de ceux qui regardent l'image, évocation silencieuse d'un mystère insondable. À partir de 1792 ou 1793, un nombre croissant de placards se limite ainsi à inscrire dans le fameux triangle de l'égalité, triangle maçonnique, les mots de peuple souverain. Et généralement, ils sont représentés en jetant des éclairs. Donc le mot peuple jette des éclairs, mais il est simplement un mot qui irradie de mille feux, comme un astre que l'on n'appréhende que par ses effets réfléchis, mais pas par sa consistance propre. Et l'écart permanent du peuple à sa représentation
a été extraordinairement souligné dans une initiative qui est prise par David, le peintre et l'ordonnateur des fêtes révolutionnaires, en 1793. En Brumaire en 2, il avait en effet invité la Convention à ériger sur le Pont-Neuf une statue géante du peuple français pour symboliser l'avènement du nouveau souverain et la destruction de l'ordre ancien. Mais comment représenter ce peuple souverain? Il y a eu un concours qui était ouvert, avec tout un ensemble de représentations du peuple souverain qui ont été données, et il y a des ouvrages qui ont été publiés, je pense notamment à l'ouvrage d'Annie Jourdan, Les monuments de la Révolution, qui retrace l'histoire du concours sur cette statue du peuple souverain, avec les modèles qui ont été envoyés. Ils étaient presque tous de même nature et celui que suggérait David ressemblait tout à fait aux autres. Mais il ajoutait, David, une sorte de description symbolique, je dirais, presque de la matière de cette statue. Il proposait par exemple de réunir toutes les anciennes statues des rois, de les empiler pour constituer le socle du monument. Donc là, c'était un symbole très clair. Mais l'allégorie ne s'arrêtait pas pour lui à l'image d'un géant debout, puisque toutes les propositions, généralement sous forme de maquettes en plâtre, qui avaient été envoyées, représentaient un géant debout. Il ne suffisait pas pour David qu'un géant debout foule à ses pieds les débris de la monarchie. Il fallait donner une densité symbolique à cette effigie. Bien sûr, l'armement d'une massue, qui disait la puissance, mais dans les mains aussi, dans une main des figurines de l'égalité et de la liberté qui étaient serrées pour rappeler l'attachement aux valeurs de la République. La référence aussi à des superstitions piétinées pour traduire l'empire de la raison. On a posé aussi sur le socle donc constitué des anciennes statues des rois, des médailles commémoratives des grands événements. Il y avait de la reproduction d'un certain nombre de textes de la Constitution, de la Déclaration des droits de l'homme. Quant à la matière même de la statue, le bronze, comme toutes les belles statues, on voulait la fondre, ce bronze, à partir des canons pris à l'ennemi. Et donc il fallait une suraccumulation d'allégories pour représenter le peuple. Et une suraccumulation qui était même liée au fait que sur son front, on avait mis le mot « lumière », sur sa poitrine les mots « nature et vérité », sur ses bras les mots « force et courage ». Et tout se passait ainsi comme s'il fallait ajouter des mots aux signes pour donner vraiment à voir le peuple. La seule force de l'image s'avérant d'une certaine manière impuissante à le saisir. Ces allégories dessinées et sculptées ne seront pas simplement offertes à la méditation des individus, visant, selon la formule fameuse d'André Chénier, à gouverner leurs imaginations. Elles constitueront aussi le fond des décors de nombre de manifestations festives. Entre l'an 2 et l'an 8, il y a en effet toute une série de fêtes qui sont appelées la fête du peuple français, la fête de la souveraineté du peuple français, la fête de la régénération du peuple français, qui ont été organisées. Et qu'à chacune de ces fêtes, on a essayé de retrouver une iconographie, de retrouver alors des statues que l'on faisait en plâtre, parce que ça coûtait moins cher et elles duraient moins longtemps, qui reprenaient ces modèles que j'ai mentionnés. L'objet de la fête de la souveraineté du peuple, disait par exemple François de Neufchâteau, qui était son organisateur, qui sera un grand ministre de l'Intérieur, l'objet de la fête de la souveraineté du peuple tient à des idées politiques et métaphysiques qu'il est important de rendre sensibles. Comme si le problème n'était pas de donner un contenu politique à la réalité sociale, mais de rendre sensibles des vérités métaphysiques. Et ces images ne seront pas propres à la Révolution française d'ailleurs, car la figure du colosse qui incarne la foule se retrouvera dans bien des œuvres. C'est bien sûr le premier, c'est le célèbre frontispice de Léviathan, où l'on voit que le peuple n'est simplement que le colosse représentant en fait une figure dans laquelle le roi et le peuple sont confondus. Mais c'est aussi le célèbre tableau de Goya, le colosse, qui domine le monde.
Et significativement, il y a tout un ensemble de gravures de Daumier qui symbolisent le suffrage universel, où le suffrage universel est symbolisé comme un géant, et que face à ce géant, il y a les petits nains de l'opposition. Les petits nains de l'opposition qui s'appellent Thiers, Guizot, ou tous ceux qui vont faire, et qui n'arrivent pas à enchaîner le géant. C'est aussi une image qui sera remobilisée dans la propagande soviétique. Il y a un très célèbre tableau que vous connaissez peut-être, le géant de Koustodiev, où on voit un géant il y a une manifestation en 1905, où on voit des maisons simples, paysannes, on voit une petite église, et on voit une espèce d'immense géant qui surgit de la foule en costume de paysan, et le tableau s'appelle le bolchevique. Et c'est un très beau tableau, d'ailleurs, qui est actuellement à la galerie Tretiakov à Moscou. On peut dire que l'écart entre le peuple corps de la souveraineté et les multiples manifestations du peuple concret ne résulte pas seulement de la difficile superposition entre une catégorie abstraite et les formes sensibles. Elle procède aussi, plus structurellement, de la contradiction entre ce que j'appelle le principe politique de la démocratie et son principe sociologique. Le principe politique de la démocratie confie en effet au peuple le pouvoir à un moment où le projet d'émancipation que véhicule cette modernité démocratique conduit parallèlement à abstractiser le social sous les espèces du sacre de l'individu qui est lié à l'affirmation des droits de l'homme. Donc, le principe politique de la démocratie consacre la puissance d'un corps civique, d'un sujet collectif, dont le principe sociologique de la démocratie tend à dissoudre la consistance sensible et à réduire la visibilité. La notion de souveraineté du peuple s'accommode fort bien de ces tensions dans un premier temps, lorsqu'elle se limite à définir un principe d'opposition et de différenciation face au passé, dans la dénégation de l'absolutisme, ou par rapport à l'extérieur. Je rappelle que Hegel parlait du peuple comme d'une réalité autonome vers l'extérieur. Mais elle n'apparaît incertaine lorsque la souveraineté doit se penser elle-même comme force agissante et instituante. Et cette moindre visibilité du social ne procède pas de l'avènement subi de l'individu sur la scène sociale, en lieu et place des anciens corps et communautés. Elle prend d'abord sa source dans le fait que l'impératif d'égalité, qui est requis pour faire de chacun un sujet de droit et un citoyen à part entière, implique de considérer les hommes et les femmes de façon relativement abstraite, de désubstantialiser le social. Pour le dire autrement, c'est le sacre juridique de l'individu qui conduit à rejeter comme archaïque et même insupportable toute appréhension substantielle du social. Et c'est pour cela que la société démocratique entraîne une négation radicale de toute organicité et une critique permanente des institutions qui pourraient enchaîner les hommes à une nature, les rendant par là même dépendants d'une puissance extérieure à eux. Et les réquisites de l'égalité et les conditions de l'autonomie ont superposé du même coup leur impératif pour ne plus considérer comme forme légitime du lien social que celle qui dérive d'un contrat volontaire. Et l'entreprise moderne a ainsi imposé de désubstantialiser le social pour le ramener à une pure quotité, celle des conditions d'équivalence, de commensurabilité entre des individus indépendants, sujets de droit. Et le social perd en ce sens toute consistance propre pour céder la place à un principe formel de construction juridique. C'est d'ailleurs ce qu'exprime à sa façon le suffrage universel. Le suffrage universel, il marque l'avènement d'un ordre sériel dans lequel la société n'est plus composée que de voix identiques, totalement substituables, et qui sont réduites à des unités de compte qui s'amassent dans l'urne. Et la substance s'efface complètement dans ce cas derrière le nombre, redoublant les effets de l'abstraction liée à la constitution purement procédurale du social. On peut donc dire qu'il y a, en première approximation, deux tensions constituantes autour de l'idée de peuple. Une première tension entre l'idée de corps civique et celle de forme sociale, et une deuxième tension
entre le principe politique de la démocratie et son principe sociologique. C'est deux façons de voir cette tension. Et pour réduire l'ambiguïté du mot peuple, le travail politique de la représentation va consister à essayer de créer un peuple fictif au sens juridique du terme, c'est-à-dire à forger, à travers une institution, un corps symbolique en lieu et place d'un peuple réel devenu introuvable et infigurable. Alors cette entreprise de figuration symbolique, elle était facile dans la monarchie, parce que dans la monarchie, c'est justement le corps royal qui va devenir la forme symbolique du corps social. Mais bien sûr, cela va changer de nature dans la société des individus, dans la société démocratique, dans laquelle on peut dire que la contradiction entre la nature de la société démocratique, une société sans corps, et les présupposés de la politique démocratique, la constitution d'une personne fictive représentée, vont entraîner une quête permanente d'identité qui ne pourra, d'une certaine façon, jamais être vraiment satisfaite. Et la démocratie inaugure le règne d'une société insaisissable dans laquelle le peuple sera dit souverain, mais dans lequel son identité et sa définition demeurera toujours latente et problématique. Un certain nombre d'auteurs, au moment de la Révolution française ou après, ont développé l'idée, j'y reviendrai la semaine prochaine, selon laquelle un Parlement devait être la naïve image du pays. Mais comment reproduire une image de ce qui n'est pas constitué justement d'éléments clairement distingués? Comment reproduire l'image d'une société d'individus? S'il est appréhendé dans ces termes, le malaise constitutif de l'expérience démocratique qui en résulte ne peut se réduire à une tension entre l'abstrait et le concret. Il ne tient pas, pour le dire autrement, à l'opposition de la démocratie formelle et de la démocratie réelle. Car l'important est de souligner que c'est aussi le peuple concret qui reste indéterminé. Celui-ci ne renvoie pas à une évidence sociologique sur laquelle pourrait se fonder l'impératif de souveraineté du peuple. Et la difficulté provient que ce peuple concret lui-même n'a pas de forme évidente et que le nécessaire travail de refiguration de la démocratie ne saurait pour cette raison se confondre avec une simple entreprise de mettre à jour ce qui aurait été oublié et nié. Le peuple ne préexiste pas au fait de l'invoquer et de le rechercher. Et cette façon de donner une voix et un visage au peuple corps, d'essayer de faire le lien entre ce peuple corps civique et ce peuple réel, a été la grande question de la politique du XIXe siècle. Et on en connaît au moins deux grandes interprétations. La première interprétation, qui est celle de l'historien Michelet. Pour Michelet, c'est simple. Le peuple est indéfinissable, le peuple, c'est le grand muet, disait-il. Et donc, si le peuple est ce grand muet, il ne peut prendre voix, il ne peut prendre visage qu'à travers la narration qui est faite par l'historien. Il ne peut prendre visage, la puissance native, la sève qui l'anime, ne peut être en quelque sorte valorisée que si elle est racontée, que si elle est prise en charge par un travail d'interprétation qui peut être celui du poète, mais qui, dans le cas de Michelet, était celui de l'historien, et qui avait donc pour fonction de faire parler ce grand muet. Il avait même cette expression, Michelet, il faut parler peuple, il faut lui donner une voix, le révéler à lui-même. Et l'autre façon de donner de trouver les moyens de donner de constituer un rapport entre le peuple corps civique et ce peuple réel, ça va être toute la recherche du socialisme à travers l'idée d'une négation de la société des individus, c'est-à-dire de restaurer une réalité corporative du social. Cette restauration d'une dimension corporative du social, on la voit puissamment exprimée déjà chez des auteurs comme Pierre Leroux, et elle prendra évidemment la place massive dans l'œuvre de Proudhon. Le problème pour Proudhon, c'est de passer d'une mystique politique
qui fait référence à un peuple, mais peuple qu'on est bien en mal de décrire, à une sociologie. Et pour passer d'une mystique démocratique qui ne fait que sacraliser le peuple principe à une politique démocratique, eh bien, c'est par l'intermédiaire d'une sociologie et la construction de ce qu'il appellera des corporations nouvelles. Donc il y a ces deux grandes voies. On pourrait dire une première voie est celle d'une certaine mystique de l'idée républicaine, d'un certain point de vue, et l'autre voie sera celle d'une construction du monde du travail. Ce seront les deux façons de penser ce rapport. D'un côté, il y aura l'exaltation et la ferveur de l'historien qui veut donner la voix et un visage au grand muet. De l'autre côté, le projet de réorganiser encore la société des individus. Et l'écho de ces deux approches sera considérable au XIXe siècle, donnant d'un côté une sorte de constituant en religion, pourrait-on dire presque, l'idéal républicain, ce sera la vision d'un Quinet aussi, par exemple, et de l'autre côté, l'organisation d'un peuple travail qui prendra progressivement conscience de sa force. Mais il faut aussi considérer la tension structurante de l'idée de peuple d'une troisième façon. C'est dans les multiples déclinaisons du peuple concret, du peuple forme sociale. Donc c'est un troisième type de contradiction qu'il faut analyser. Le peuple n'existe pas au singulier sous des espèces que l'on pourrait adéquatement décrire de façon exhaustive. Il n'existe qu'à travers une série d'apparitions, de manifestations, de récits qui dessinent l'équivalent de certains traits ou en expriment de façon purement conventionnelle les préoccupations, les impatiences et les attentes. Et on peut distinguer dans cette perspective 5 catégories, 5 manifestations ou 5 apparitions. J'emploie ces mots de manifestation ou d'apparition pour ne pas donner une définition substantielle. La première, c'est le peuple arithmétique, le peuple électeur, parce qu'il a une réalité tangible. Il se manifeste sous une espèce chiffrée. Il se décline à travers des pourcentages, à travers des chiffres, et l'épreuve électorale, elle met en chiffres, pourrait-on dire, le peuple. Et elle le met en chiffres sous des espèces qui permettent de le constituer sous la forme d'une majorité ou d'une minorité. Épreuve qui, d'ailleurs, a pour caractère de permettre de clore les controverses, parce que personne ne peut discuter que 51 soit supérieur à 49. Il consacre, dans cette mesure, le suffrage universel comme pouvoir du dernier mot. Mais c'est une façon, tout de même, de le construire et de le représenter sous cette espèce arithmétique qui a bien des vertus, puisque le bulletin de vote, il a aussi pour fonction d'égaliser tous les arguments, d'égaliser les raisons, les ordres de préférence ou de rejet, et en lui, il y a d'une certaine façon une équivalence radicale des arguments et des raisons. Et c'est pour cela qu'il joue son rôle absolument fondamental et qu'il a un rôle, on verra peut-être l'équivalent en parlant du suffrage à Rome, qu'il a un rôle rituel de cette façon-là. Et ce peuple arithmétique, il a longtemps trouvé, il est vrai, une forme de consistance liée à l'expression des partis politiques, les partis politiques ayant pour caractéristique d'avoir été des institutions réparatrices de la perte de substance des anciens corps intermédiaires. On peut dire que les partis politiques, tant qu'ils ont fonctionné comme des partis sociaux, et pas simplement, je dirais, des partis organisateurs d'élections ou proposant des candidats, ont été des formes sociales originales, au carrefour d'une double tension entre l'individuel et le collectif d'un côté, le donné et le construit de l'autre. Les partis ont renvoyé à la fois, au moment de leur âge d'or, à la société individualiste et à l'ancien univers holiste. Avec eux, les individus se sont inscrits à la fois dans une logique moderne et dans une logique ancienne de l'appartenance. En eux se sont mêlés la production d'une identité de type communautaire et l'expression de choix individuels. Les partis ont permis de donner forme et figure
aux différences dans une société d'individus. Entre l'ancienne rigidité des corps, qui insérait le pluralisme dans une structure fixe et contraignante, et l'éparpillement tendanciel des préférences individuelles, on peut dire que le système des partis a offert une sorte de pluralisme rationalisé. Et que ce pluralisme rationalisé a composé avec ces formes d'expression arithmétique du peuple tout un ensemble de représentations, d'éléments d'identité qui ont donné consistance à cette notion. C'est-à-dire pourquoi quelqu'un comme Kelsen, que j'ai cité tout à l'heure, un théoricien de la démocratie, notait que le passage de la notion idéale à la notion réelle de peuple ne s'était opéré qu'à travers les partis politiques. Et il donne cette autre définition de la démocratie en disant qu'elle ne peut être qu'un état de parti. Parce que ce sont les partis qui donnent, en quelque sorte, à travers ces formes d'organisation rationalisée du pluralisme, qui donnent une naissance expressive, pourrait-on dire, à la notion de peuple en le décomposant dans ces formes de partis. Mais aujourd'hui, alors que cette Parteienstaat dont il parlait, cet état de parti s'effrite, décline, c'est bien sûr davantage le peuple opinion qui devient aujourd'hui une des manifestations de ce peuple arithmétique. Et l'opinion qui est de plus en plus d'ailleurs substantialisée. Quand vous regardez, on dit les Français pensent que, les Américains disent que. Les sondages sont considérés comme une nouvelle façon de faire vivre les tempéraments collectifs, comme on appelait cela, au XIXe siècle, ou ce qu'on appelait aussi toutes les théories de la psychologie des peuples. Théorie de la psychologie des peuples qui visait à donner une unité justement à la société à travers cette représentation de l'être collectif, a joué un rôle très important dans la formulation des représentations collectives. Et on peut dire d'une certaine façon que renaissaient à travers toutes ces théories de la psychologie des peuples des visions que l'on pourrait dire essentialisées du social et de la nation, en lui donnant un caractère propre, des traits clairement identifiables. À côté de ce peuple arithmétique, qui est aussi un peuple lecteur ou un peuple opinion, en deuxième lieu, il y a ce qu'on peut appeler le peuple événement. Le peuple événement, c'est celui qui rompt avec le quotidien. C'est celui qui s'identifie à une action. Je crois qu'après avoir vécu les épisodes du printemps arabe, on voit bien ce que veut dire le peuple événement. Le peuple événement, il n'est pas une forme sociale, il est l'évidence d'une action collective, il est l'évidence d'une occupation, il est l'évidence d'une résistance. Et on peut dire que l'événement, dans ces cas, c'est ce qui permettait en juillet 1830 de parler de l'éclair de juillet. Le peuple était l'éclair de juillet, en sens il était assimilé tout à fait à une forme d'action. Il était histoire pure. Et ce peut être aussi, ce peuple événement, un peuple social qui existe, on le voit tous les jours, sous les formes d'une communauté d'épreuves, dans un conflit industriel, une catastrophe naturelle, ou manifester une classe d'exclusion qui est révélée par un incident, ou encore sous les formes des différentes expressions de manifestation. Dans tous les cas, ces cas-là se manifeste la réalité latente d'un commun qui impose en l'action sa consistance. Et l'événement opère dans ces cas-là comme ce que Marx appelait un éclair de pensée. Un éclair de pensée qui donne à voir l'évidence d'une présence active au monde, même si elle n'a pas de dimension institutionnelle. Il y a aussi, en troisième lieu, ce qu'on pourrait appeler le peuple raconté. Ce peuple invisible, celui que dresse de façon impressionniste la littérature, les reportages, les témoignages, les images. Pensez par exemple à ce grand reportage qui était celui de Depardon sur la France récemment publié. C'est un monde parfois invisible, c'est un monde oublié qui sort de l'ombre dans ces cas-là. Et on peut dire que le mot « peuple », dans ce cas-là,
C'est l'étendard qui donne son unité à un ensemble de dénis de reconnaissance, à des privations de droits, à des existences débordées, qui est l'image virtuelle des multiples négativités du social, le reflet d'abandon, de mépris, de dévalorisation. C'est aussi ce qui est constitué par l'addition sensible des situations de minorité de toute nature. Mais c'est un peuple qui n'existe que raconté. C'est un peuple qui n'existe que représenté. C'est un peuple qui n'existe qu'à travers l'histoire, à travers les médias, à travers les récits. Et on peut dire que s'il n'y a plus de représentation descriptive évidente du monde social, comme au temps où Durkheim et Proudhon, chacun à leur façon, rêvaient d'une politique organique, on peut dire aujourd'hui que la politique s'identifie de façon croissante avec les tentatives de rendre lisible la société, de donner sens et forme à un monde où les individus ont une difficulté croissante à s'orienter, de proposer aussi un langage dans lequel ces mêmes individus puissent retrouver l'écho de ce qu'ils vivent. On peut dire que la politique compte ainsi plus que jamais au nombre de ses tâches principales, et on le voit sous de multiples formes, nobles ou dégradées, cette responsabilité de révéler la société à elle-même. Et ce qui apparaissait au XIXe siècle, c'était très théorisé, l'idée de révéler la société à elle-même, c'est un grand topos des réflexions sur le gouvernement représentatif des années 1820. Mais ça apparaissait comme une fonction parmi d'autres du gouvernement représentatif. On voit aujourd'hui que ça prend la première place. Et c'est pour cela que action politique et sciences sociales lient d'une certaine façon sans cesse davantage leurs objets et leurs démarches. Le but étant le même dans les deux cas, surmonter le fait que des individus ne sont plus capables de s'appréhender comme membres d'une société et que leur inscription dans une totalité lisible et visible est devenue pour eux problématique et a besoin d'éléments de récit, d'éléments de langage pour exister. On peut dire que cette vision du peuple narration correspond aussi à un nouvel âge de la société et de la sociologie dans lequel ce ne sont plus des conditions qui structurent le social, mais dans lequel ce sont des situations. Les identités ne sont pas de l'ordre de qualité commune, elles sont constituées par des accidents partagés, des parcours croisés, et cela, bien sûr, bouleverse complètement les termes dans lesquels se formule la question de la représentation. Il faudrait aussi mentionner, je vais vite, le peuple-histoire qui est constitué, et peut-être que nous sommes saturés de peuple-histoire, spécialement en France, constitué par les récits supposés agrandir les existences individuelles et produire un sentiment d'appartenance. Peuple qui est construit indissociablement par la mémoire publique et le travail des historiens, et qui se donne de cette façon comme notion à travers des images et un langage. Et enfin, en sixième lieu, et il est essentiel, celui que j'ai appelé le peuple-principe, ou on pourrait dire le peuple-individu, parce que c'est celui qui est radicalement non substantiel, parce qu'il est constitué par le projet qui fonde l'inclusion de tous dans la cité, le respect des droits subjectifs. Droits qui protègent et construisent l'individu en même temps, qui constituent indissociablement la citoyenneté de l'individu comme forme d'appartenance et l'humanité de l'homme comme reconnaissance de l'irréductible singularité de chacun. Avec le peuple-principe se lie de cette façon le tout et la partie de la société. Il incarne d'une certaine façon, dans ses multiples déterminations, ce qu'il y a d'essentiel dans une représentation du peuple, c'est le nom qu'on l'on donne aux droits subjectifs. Je renvoie sur ce point d'ailleurs à un livre très intéressant qui vient de paraître, que je discuterai dans un cours ultérieur. C'est le livre de Catherine Colliot-Hélène, La démocratie sans démos. Et ce passage politique de la sociologie au droit est ressenti comme d'autant plus nécessaire dans le monde contemporain que les anciennes catégories du social ont évidemment perdu leur pertinence. On peut dire de cette façon-là qu'aujourd'hui, le peuple-principe, le peuple-individu, sujet des droits individuels, est devenu le peuple le plus sensible,
dans lequel chacun peut se reconnaître, car ce sont ces droits qui sont organisateurs de plus en plus précisément de la vie de chacun d'entre nous. Mais si le peuple n'est plus un, mais multiple, s'il devient l'hologramme des différentes manifestations du sujet politique, la notion de représentation-figuration est devenue du même coup structurellement indéterminée. Et à l'indétermination du peuple dans ces trois dimensions, l'opposition ou la tension entre corps civique et forme sociale, l'opposition entre principes politiques et principes sociologiques, et la tension enfin dans la dispersion de ces différentes figures, parce que chacune de ces figures que je viens de mentionner est concurrente des autres pour les principes de légitimation qui lui sont liés, pour les formes d'affirmation à travers lesquelles elle se donne, eh bien, constitue justement l'objet, ou devrait constituer l'objet central du débat démocratique. L'objet central du débat démocratique, en tout cas c'est un de ses premiers objets, c'est justement de faire ressortir, de faire sentir, de rendre sensible le fait que ces différentes figures, avec leurs tensions, sont à l'œuvre et que nul ne peut prétendre en maîtriser les données et les réduire par sa propre volonté. Il faut donc faire vivre ces tensions pour essayer de faire vivre la démocratie de ce point de vue. Je vous remercie.